Bonjour, dans cette vidéo, nous allons commencer nos rappels de relativité restreinte en commençant par la notion d'espace-temps. Donc, c'est la notion la plus fondamentale, la plus importante en relativité restreinte. Donc, l'espace-temps, c'est une extension de l'espace qui comporte aussi une dimension temporelle. Les points dans l'espace-temps sont appelés des événements. Un événement est caractérisé par une coordonnée temporelle qu'on peut multiplier par la vitesse de la lumière pour lui donner les mêmes unités que les coordonnées spatiales, et donc déterminé par une coordonnée temporelle et par des coordonnées spatiales x, y et z. On rassemble ces coordonnées dans un seul objet qu'on appelle un quadrivecteur qui comporte 4 coordonnées et qui sont numérotées de 0 jusqu'à 3, 0 étant la coordonnée temporelle. On peut voir ces coordonnées comme étant les composantes d'un événement le long d'une base, comme on l'a fait en 3 dimensions. Donc, la base ici serait une base directe avec un indice inférieur et les coordonnées seraient contravariantes avec un indice supérieur. Donc, la base directe est formée de la base habituelle de vecteurs unitaires, donc selon les axes x, y et z, et d'un espèce de vecteur unitaire le long de l'axe temporel, quoique ceci soit impossible à visualiser réellement. Un point capital dans l'espace-temps est la notion d'intervalle. Si on a 2 événements ici, dans l'espace-temps, que j'ai figuré ici comme étant donc sur un plan défini par les coordonnées x et t, si on a 2 événements dans l'espace-temps, l'intervalle entre ces 2 événements est appelé S au carré et a la forme suivante. L'important, c'est que la différence des temps entre les 2 événements apparaît au carré et un signe positif, alors que la différence ou la distance entre les 2 événements, la distance purement spatiale, apparaît au carré avec un signe négatif. Ici, on a une version de cette expression quand l'un des 2 événements est situé à l'origine. Donc, l'intervalle peut être positif ou négatif ou nul. L'important, c'est que l'intervalle est un invariant. C'est-à-dire, c'est une quantité absolue qui est indépendante du référentiel ou indépendante du système de coordonnées. Donc, c'est un point ou un postulat central de la théorie de la relativité restreinte. Donc, une façon physique de voir comment l'intervalle est invariant est de se rendre compte que si un signal lumineux est émis à l'origine de l'espace-temps, donc à un moment bien précis et à l'origine de l'espace, ce signal lumineux, se déplaçant à la vitesse de la lumière, atteindra un événement, disons ici, de manière à ce que les coordonnées de cet événement définissent un intervalle nul. Autrement dit, la distance entre l'origine et l'événement est donnée par la vitesse de la lumière fois le temps. Donc, cette invariance de l'intervalle, à ce moment-là, signifie simplement que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. Donc, quel que soit le système de coordonnées utilisé pour décrire l'événement qui reçoit le signal lumineux, l'intervalle entre l'émission et la réception du signal sera toujours nul. Donc, c'est un postulat de base de la relativité restreinte. Une façon de représenter cette invariance est aussi de contempler ce qu'on appelle le cône de lumière. Donc, on a ici un diagramme où on a figuré les coordonnées x et y, donc 2 dimensions d'espace et une dimension temporelle. La condition d'intervalle nul, donc s carré égale 0, revient ici à dire que c carré t carré est égal à x carré plus y carré. On suppose que z égale à 0 ici. Donc, cette équation définit un cône qui est figuré ici en gris. La surface du cône est justement appelée le cône de lumière. Tous les points sur cette surface ont un intervalle nul par rapport à l'origine de l'espace-temps. Tous les points qui sont à l'intérieur du cône
ce soit vers les valeurs positives de t ou vers les valeurs négatives du temps, tous ces points-là ont une valeur de c carré t carré qui est plus grande que x carré plus y carré. Donc, en fait, l'intervalle est positif. Positif, donc, vers le futur, positif vers le passé. La différence entre la partie supérieure du cône et la partie inférieure est simplement le signe du temps. Donc, positif ici et négatif ici. Donc, ça définit deux régions de l'espace-temps, qu'on appelle le futur et le passé, et qu'on distingue de l'extérieur du cône qui, lui, correspondrait à des événements dont l'intervalle avec l'origine est négatif, s carré plus petit que 0, parce que, justement, x carré plus y carré est plus grand que c carré t carré. Ces régions à l'extérieur du cône, on appelle ça tout simplement l'ailleurs. Et la signification physique de cela, c'est qu'un événement qui est situé ailleurs ne peut pas être en relation causale avec l'origine. Donc, si un signal lumineux est émis à l'origine, il doit atteindre nécessairement un des points du cône supérieur, ou s'il est émis par un des points du cône inférieur, il peut atteindre l'origine. Comme les signaux physiques ou les causes physiques se propagent à des vitesses inférieures à la vitesse de la lumière, ce que ça signifie, c'est qu'un événement à l'origine peut influencer des événements futurs qui sont situés à l'intérieur du cône dans l'avenir, ou inversement peut être influencé par des événements passés qui se situent à l'intérieur du cône vers le passé. Mais il ne peut pas y avoir de relation causale entre un événement situé à l'origine de l'espace-temps et un événement situé ailleurs. Ça nécessiterait un signal qui se propage plus rapidement que la lumière. Cette séparation de l'espace-temps par rapport à un événement donné, c'est-à-dire par rapport à l'origine, en futur, passé et ailleurs, cette séparation est indépendante du référentiel, indépendante du système de coordonnées utilisé pour la simple et bonne raison que l'intervalle lui-même est indépendant du référentiel. Donc, si on changeait le référentiel par rapport à ce point-là, le cône resterait le même, le futur resterait le même, le passé resterait le même. On ne peut donc pas, en changeant de référentiel, transformer un événement qui appartient au futur en un événement qui appartient au passé ou en un événement qui est ailleurs, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être influencé par l'événement qui définit l'origine. Donc, ce concept est assez important. Parlons maintenant des transformations de Lorentz. L'intervalle peut être exprimé en fonction d'un tenseur métrique de la même manière que la distance peut être, ou la grandeur d'un vecteur peut être exprimée en fonction du tenseur métrique en 3 dimensions. Donc, dans le cas de l'intervalle, vu qu'il a cette forme avec des signes différents, le tenseur métrique doit prendre cette forme-ci, donc celle d'une matrice 4 par 4 avec des plus 1 pour la composante temporelle et des moins 1 pour les composantes spatiales. Donc l'intervalle s'exprimerait alors de cette manière. Remarquez que ce tenseur métrique, les signes qui apparaissent dans la diagonale forment ce qu'on appelle la signature du tenseur métrique. Donc on a adopté ici une signature qui est plus, moins, moins, moins. Il y a une autre convention possible dans laquelle l'intervalle est défini avec un signe différent. Et donc, la signature, à ce moment-là, est moins, plus, plus, plus. Donc, dans plusieurs manuels de relativité générale utilisés par des relativistes, donc des physiciens qui sont des spécialistes de la relativité générale, eh bien, c'est cette signature où la partie spatiale est positive qui est utilisée. Dans d'autres manuels, c'est plutôt celle-ci qui est utilisée, et en particulier dans tout ce qui a trait à la physique subatomique et à la théorie quantique des champs, c'est la signature plus, moins, moins, moins qui est le plus souvent utilisée, donc c'est celle qu'on va utiliser nous aussi. Donc le tenseur métrique prend cette forme. Cette matrice est très simple à inverser, puisque donc elle est égale à sa propre inverse. Et donc le tenseur métrique contravariant est composante par composante égale au tenseur métrique covariant qu'on vient d'écrire. Maintenant, quand on fait un changement de référentiel en relativité restreinte, cela équivaut à un changement de coordonnées.
Donc, on se trouve à utiliser un système de coordonnées différent pour décrire les mêmes événements dans l'espace-temps. Et le changement de coordonnées que l'on fait est un changement linéaire. C'est donc essentiellement la même chose qu'un changement de base, tel qu'on l'a décrit dans la section sur les vecteurs. Donc, les nouvelles coordonnées contravariantes s'expriment en fonction des anciennes par cette relation que je viens d'encercler. Donc, la matrice lambda définit la transformation, qui serait ici une transformation de Lorentz. Bon, donc souvenez-vous, donc dans la section sur les vecteurs, le vecteur ou les composantes contravariantes se transforment comme ceci, alors que les vecteurs de base, de la base directe, se transforment comme ceci, donc à l'inverse. Autrement dit, j'ai A' ici à gauche et j'ai E' à droite. Bon. Le fait que l'intervalle soit invariant, ait la même forme en fait dans tous les référentiels inertiels, signifie plus précisément que le tenseur métrique qui est ici a aussi la même forme dans tous les référentiels inertiels. En fait, la transformation de Lorentz, par définition, c'est une transformation qui relie différents référentiels inertiels entre eux. Donc, l'intervalle devrait avoir cette forme dans le nouveau référentiel avec des coordonnées x', avec le même tenseur métrique qu'ici, qu'en haut. Et donc, si on exprime les nouvelles coordonnées en fonction des anciennes, comme ceci, on obtient cette expression-là qui, d'autre part, doit être égale, en raison de l'invariance de l'intervalle, à l'intervalle exprimé dans l'ancien système de coordonnées. On a donc cette égalité ici. Et comme cette égalité est vraie, quelle que soit la position x, et qu'on a utilisé ici judicieusement les mêmes indices des deux côtés de l'égalité, on peut affirmer que ce qui multiplie ces expressions sont des quantités égales. Autrement dit, on a cette relation ici. Cette relation n'est rien d'autre, au fond, que la propriété de transformation d'un tenseur covariant, sauf que dans ce cas-ci, on n'a pas de prime ici, puisqu'on suppose, on demande plutôt que la forme du tenseur métrique soit la même dans l'ancien et le nouveau référentiel. Donc, c'est pour ça que cette quantité ici est la même, enfin le tenseur qui est ici est le même qu'ici. Bon, cette expression, je pourrais l'exprimer de manière matricielle, donc, et de la manière suivante, c'est-à-dire que donc, la matrice du tenseur métrique, je l'appelle G ici, et ce que j'ai ici, c'est en réalité, c'est une multiplication de matrices, donc c'est comme si je prenais ici la matrice du milieu, que je la transposais, c'est-à-dire que je prenais l'indice K, qui est le deuxième indice, et que je le mettais en première position. Donc, j'ai la matrice transposée ici, qui multiplie la matrice G, qui est au milieu, et qui ensuite est multipliée par lambda. Autrement dit, j'ai une suite, une correspondance des indices, qui est la suivante. Donc, j'ai le premier indice ici, et puis j'ai le deuxième indice, parce que lambda est transposé, qui est couplé, pardon, j'ai cet indice qui est couplé à celui-ci, j'ai l'indice J ici qui est couplé à celui-ci, d'accord? Contracté, on devrait dire. Ce qui me permet donc d'écrire ce produit sous cette forme. Donc, cette relation matricielle est une contrainte qui définit au fond les possibles formes ou valeurs de la matrice lambda. Donc, combien y a-t-il de contraintes? La matrice lambda en tant que telle est une matrice 4 par 4. Donc, elle contient 16 composantes qui pourraient figurer comme étant 16 paramètres indépendants pour me donner toutes les matrices possibles. Par contre, ces 16 paramètres sont reliés par les contraintes qui sont ici. Donc, cette équation est une équation matricielle. C'est une équation donc qui comporte 16 composantes. Sauf que les 16 composantes ne sont pas indépendantes, puisque la matrice G est symétrique, c'est-à-dire qu'il n'y a, si je fais
j'illustre ici les différentes composantes d'une matrice 4 par 4. Il y a 4 composantes le long de la diagonale. Donc, 4 de ces équations ici correspondent à des équations le long de la diagonale. Et j'ai 6 équations, 6 composantes qui sont au-dessus de la diagonale. Et les 6 qui seraient en dessous sont exactement les mêmes que les 6 qui sont au-dessus, parce que la contrainte est symétrique. De cette manière, j'ai un total de 10 contraintes, ce qui fait que le nombre réel de paramètres dans les transformations de Lorentz est égal à 16 moins 10, donc 6. Quels sont ces 6 paramètres? Eh bien, il y a 3 composantes pour la vitesse relative des deux référentiels, et il y a 3 angles qui permettent de définir une rotation. En fait, toute rotation, même sans changement de référentiel, constitue en quelque sorte une transformation de Lorentz au sens qu'elle respecte cette contrainte ici. Donc, on peut combiner rotation et changement de référentiel en général pour avoir une transformation de Lorentz qui est associée aussi à une rotation des axes. Évidemment, l'exemple le plus simple de transformation de Lorentz auquel on est habitué, c'est celui qui est illustré ici, où nous avons finalement 2 systèmes d'axes qui sont parallèles entre eux. Il n'y a pas de rotation relative des systèmes d'axes. Les 2 systèmes d'axes pour les référentiels S et S' étaient, disons, au temps t égale 0 au même endroit, donc avec la même origine, mais avec le temps, donc le système S' se déplace par rapport au système S avec une vitesse v dans la direction x. Et la forme précise de la transformation de Lorentz, dans ce cas, on la connaît, c'est celle que vous avez apprise plus tôt, et elle prend cette forme. Alors, notez ici une chose importante. Je vais supposer qu'on utilise un système d'unité dans lequel la vitesse de la lumière est égale à 1. Ça va simplifier la notation un peu partout. Ce système d'unité, on l'appelle de diverses façons. En physique subatomique, on l'appelle le système d'unité naturel, parce qu'il correspond aussi, dans ce cas-là, à mettre la constante de Planck, h bar, égale à 1. En relativité générale, on l'appelle plutôt le système géométrique, parce que dans ce système, ce n'est pas h bar qui serait égal à 1, mais g majuscule, la constante de Cavendish, la constante de gravitation serait égale à 1 aussi, on y arrivera plus tard. Mais de toute façon, dans les deux cas, on suppose que la vitesse de la lumière est égale à 1. Donc, il n'y a pas de problème à utiliser un tel système d'unité. Il faut juste se rendre compte qu'il est toujours possible de retourner au système international si on désire. Mais essentiellement, ce que ça fait, c'est simplifier beaucoup les expressions et ça élimine tous les facteurs de C. Donc, dans cette transformation de Lorentz, il n'y aura pas le facteur C, 1 sur C carré, qu'on verrait par exemple ici. Et aussi, le facteur gamma serait défini de cette manière, comme 1 sur la racine de 1 moins v carré. Donc, ça, c'est la forme habituelle de la transformation de Lorentz. On peut aussi l'exprimer en fonction de ce qu'on appelle la rapidité. La rapidité, c'est ce symbole psi qui est défini de cette manière en fonction de la vitesse. Donc, la vitesse est la tangente hyperbolique de la rapidité. Donc, quel est l'avantage de procéder de cette manière? C'est que donc le cosinus hyperbolique de psi serait donné par le facteur gamma, précisément, comme ici, et le sinus hyperbolique de psi serait donné par ceci. Et donc, ce sont les facteurs qui interviennent directement dans la transformation de Lorentz. Et c'est pour ça que donc, cette matrice de transformation de Lorentz, qui prend cette forme en fonction de la vitesse et du facteur gamma, peut aussi s'exprimer comme ceci, en fonction de la rapidité. Et l'avantage de cette formulation, c'est la similitude qu'il y a avec une rotation ordinaire dans l'espace, donc une rotation qui est définie comme une matrice en fonction d'un angle θ. Ici, c'est à peu près la même chose. À noter cependant qu'on a le même signe ici et là, et qu'on a des fonctions hyperboliques au lieu d'avoir des fonctions trigonométriques. Et l'avantage de la rapidité, c'est que lorsque l'on fait une composition de 2 transformations, donc lorsque l'on fait 2 transformations successives dans la même direction, donc une première transformation d'un système S vers un système S' avec une vitesse V et donc une rapidité psi, et une deuxième transformation vers un système S' avec une vitesse différente maintenant, mais dans la même direction,
V' correspondant à une rapidité psi', eh bien, il y aurait au total, pour aller directement de S à S', une rapidité qui serait simplement la somme des rapidités des deux transformations. Autrement dit, on additionne les rapidités de la même manière qu'on additionne les angles lorsqu'on fait deux rotations successives par rapport au même axe. OK. On a vu qu'on peut aussi définir des tenseurs ou des vecteurs covariants qui ont un indice inférieur et que ces objets se transforment différemment, donc de la manière inverse des vecteurs contravariants. Autrement dit, on doit utiliser la matrice inverse pour transformer les composantes covariantes d'un vecteur plutôt que la matrice directe, lambda moins 1 dans ce cas-ci. Donc, cette façon d'écrire cette transformation pourrait donc s'appliquer bien sûr aux transformations, c'est-à-dire aux vecteurs qui sont naturellement covariants. Et donc, le vecteur naturel qui est covariant, c'est le vecteur gradient. Donc, on le définit ici. Donc, le quadrivecteur gradient est défini comme l'opérateur de dérivée par rapport à la dérivée par rapport à la coordonnée contravariante. Alors, notez ici que je prends une dérivée par rapport à la coordonnée, ou plutôt par rapport aux composantes contravariantes. Donc, j'ai ici un indice qui est en haut, alors que l'indice ici est en bas. Donc, il y a un moyen mémotechnique ici de s'en souvenir, c'est que puisque cet indice supérieur apparaît au dénominateur, c'est-à-dire dans une dérivée, il devient un indice inférieur. Il n'y a aucune preuve là-dedans. C'est uniquement un moyen de se souvenir de la position de l'indice dans le gradient. Pour vraiment démontrer qu'il s'agit d'un objet donc, de composante covariante, il faut appliquer le changement de coordonnées. Donc, si on change de référentiel, on considère maintenant le gradient par rapport aux nouvelles coordonnées, et donc ce serait des dérivés par rapport à x', et on peut exprimer les dérivés par rapport à x' en fonction des dérivés par rapport à x par la règle d'enchaînement qui est ici. D'accord? Donc, la règle pour la dérivée d'une fonction de fonction. Donc, il faudrait connaître la forme de ce jacobien. Donc, sachant que x' s'exprime en fonction de x de la manière suivante, eh bien, à l'inverse, x s'exprime en fonction de x' avec la matrice inverse. Et donc, quand je veux calculer la dérivée de xj par rapport à x'I, eh bien, tout ce que j'ai à saisir, c'est ce coefficient ici. D'accord? Donc, ce coefficient définit la dérivée de xj par rapport à x'I, et c'est donc ce qui doit apparaître ici. Donc, c'est pour ça qu'on a cette relation ici. Okay. Donc, c'est précisément la même chose que celle-ci. Autrement dit, ça démontre que ce qu'on a appelé le quadrigradient et auquel on a donné un indice inférieur mérite la position de cet indice. Donc, c'est effectivement un quadrivecteur covariant. En passant, comment peut-on trouver l'expression de lambda moins 1, donc de la transformée de Lorentz inverse? Bon, pour une transformation aussi simple que celle qu'on a vue ici, c'est très simple, il suffit de changer le signe de la rapidité ou changer le signe de la vitesse, ce qui changerait les signes moins ici en signe plus, et ça nous donnerait la matrice inverse, ce qui est normal, puisque bien sûr on change le sens du mouvement et on fait la transformation inverse de S' vers S. En général, cependant, eh bien, il faudrait partir de l'expression que l'on avait ici, celle-ci, et se dire, donc si je la recopie, je vois donc que j'avais l'expression G est égal à lambda transposé fois G fois lambda. Donc, ce que je fais, c'est que je multiplie par lambda moins 1 par la droite et je multiplie par G moins 1 par la gauche, ce qui me permet d'isoler lambda moins 1 en passant
Donc, en passant, G-1 est égal à G. Mais donc, gardons la forme générale quand même. Et cette expression, lorsqu'on l'écrit non sous forme matricielle, mais sous forme d'indice, revient à celle-ci. On peut voir que dans cette expression, la position des indices est respectée. J'ai l'indice I en haut, j'ai l'indice J qui est libre en bas, et les autres indices K et K sont sommés et apparaissent une fois en haut, une fois en bas, comme ça ici pour L. Donc, cette relation ici nous donnerait l'expression de la matrice de transformation de Lorentz inverse si on connaît la matrice de transformation de Lorentz directe. Nous allons maintenant parler du mouvement d'une particule. Donc, le premier concept à aborder est celui de ligne d'univers. Donc, regardons l'illustration ici. Nous avons l'espace-temps figuré en 2 dimensions avec des coordonnées x et t. Une particule qui se déplace en fonction du temps trace cette courbe rouge. Ici, on a choisi de mettre l'origine de l'espace-temps sur un des points de la courbe. Cette courbe rouge définit ce qu'on appelle la ligne d'univers, on dirait en anglais world line. Et donc, c'est la trajectoire de la particule dans l'espace-temps. Donc, c'est une courbe dans l'espace-temps. Une courbe peut être représentée mathématiquement de diverses façons, mais en général, on suppose que les différentes coordonnées sont exprimées en fonction d'un paramètre, un peu comme on fait en géométrie analytique. Donc, je me permets de faire un petit rappel ici de géométrie analytique élémentaire. Supposons qu'on a une courbe sur l'espace à 2 dimensions, donc un demi-cercle, comme indiqué ici, avec les coordonnées x et y. Eh bien, on pourrait décrire le demi-cercle en exprimant y en fonction de x, c'est-à-dire en supposant que le paramètre qui décrit la courbe est x. Dans ce cas-ci, le paramètre xi général serait la même chose que x. Donc, x en fonction de xi est égal à xi. C'est ce que ça veut dire. Et d'autre part, y s'exprimerait de cette manière en fonction de xi. Y serait donné par racine de a carré moins xi carré, a étant le rayon du cercle. Donc, autrement dit, on pourrait, en pratique, ici, remplacer xi par x en raison de la première équation, et on aurait l'expression habituelle de y en fonction de x pour un demi-cercle. Une façon différente de le faire, ce serait d'utiliser comme paramètre l'angle, que j'appelle ici xi', entre un point donné du cercle et l'axe des x. Et donc, dans cette deuxième paramétrisation, x est donné par a fois le cosinus de xi' et y est donné par a fois le sinus de xi'. Donc, ce sont 2 façons équivalentes donc, de décrire la même courbe, mais avec des paramètres différents, xi ou xi'. Donc, le passage d'une description à l'autre est qualifié de reparamétrisation. La même chose peut se faire, bien sûr, pour une ligne d'univers. Donc, une ligne d'univers pourrait être décrite comme une fonction d'un paramètre xi pour les 4 coordonnées xi. Et cependant, on pourrait avoir une fonction différente si on utilisait un paramètre différent. On pourrait, par exemple, définir un nouveau paramètre xi'. Ce paramètre xi' serait relié à l'autre paramètre. Autrement dit, il y aurait une relation fonctionnelle entre les deux. Okay. De la même manière qu'ici, la relation qui existe entre xi et xi' est précisément donnée par ça ici. Donc, on peut dériver de cela ici que xi, qui est égal en fait à x, est égal à a fois cosinus xi'. Donc, il y a une relation entre xi et xi' en général, ce qui permet de définir la même ligne d'univers de plusieurs manières différentes. L'important, c'est que même si les fonctions f et f' sont différentes, la ligne d'univers en tant qu'objet géométrique demeure la même. Bon. Souvent, on va décrire une ligne d'univers en fonction du temps propre, c'est-à-dire le temps
tel qu'il s'écoule dans le référentiel de l'objet qui est en mouvement. Donc, comment peut-on définir le temps propre plus précisément? Bien, dans un référentiel où l'objet est au repos, bien sûr, il n'y a pas de différentiel de déplacement, donc pas de différentiel de coordonnées, ce qui fait que l'intervalle, si vous voulez, ou la racine carrée de l'intervalle est directement donnée par cette expression ici, bien sûr, qui devient essentiellement le temps propre. Autrement dit, en général, on aurait cette expression pour la différentielle d'intervalle, donc un dt carré moins un dr carré. Il s'agit essentiellement d'une version infinitésimale de l'intervalle entre deux événements. Je me ramène à la première diapo ici. On voit que bon, cette relation-là est également valable si les deux événements E1 et E2 sont infiniment rapprochés. Donc, dans ce cas-là, donc, en général, la racine carrée de l'intervalle aurait cette forme. Et si en plus on est dans le référentiel de l'objet, le dr est égal à 0, de sorte qu'on obtient simplement la racine carrée de dt au carré, donc on obtient dt, ce qui dans ce référentiel est la différentielle de temps propre, donc d taux. Donc, cette relation constitue donc c'est la relation qui existe entre la différentielle de temps propre le long d'une ligne d'univers et la différentielle de temps et de coordonnées dans un autre système de coordonnées. Okay. Bon, je peux prendre cette expression, je peux aussi mettre en évidence le facteur dt, comme ceci, en divisant dr au carré par dt au carré. Et ce facteur n'est rien d'autre que la vitesse instantanée donc de la particule. Donc, je peux écrire le tout comme ceci, ou comme ceci en fonction du facteur gamma habituel. Sauf que dans le contexte présent, le facteur gamma ne correspond pas nécessairement donc à la vitesse relative de deux référentiels, mais à la vitesse d'une particule dans un référentiel donné. Si on voulait calculer le temps total écoulé du point de vue de l'objet en mouvement entre deux points de la ligne d'univers, on devrait faire l'intégrale du temps propre le long de cette ligne d'univers. Okay? Ce qui revient à dire, si on l'exprime en fonction de t, à l'intégrale de dt sur gamma, ou si vous voulez, à cette intégrale-ci. Alors, dans cette expression, on suppose que la vitesse v est une fonction du temps. Le temps agit dans ce cas-là comme un paramètre de la ligne d'univers, comme xi, si vous voulez, et cette expression nous permet de calculer le temps propre. Un autre concept important est celui de quadrivitesse. Donc, il s'agit donc de la dérivée de la position de la particule par rapport au temps propre. Ce qui est important de réaliser dans ce cas-ci, c'est que le temps propre est un invariant. C'est au fond la même chose que la différentielle d'intervalle. Il faut se rendre compte que ds carré est égal à d taux carré. C'est la même chose. Évidemment, en principe, on pourrait écrire, si la vitesse de la lumière n'était pas égale à 1, on pourrait écrire c carré fois d taux carré, mais étant donné notre convention sur des unités géométriques, eh bien, il n'y a pas vraiment de distinction physique entre le temps propre et l'intervalle, sauf que, bien sûr, le temps propre est associé au temps d'un objet dans son référentiel, donc correspond toujours à un intervalle de genre temps, c'est-à-dire positif, et donc on peut considérer sa racine carrée. Et donc on se sert de d taux et non pas de d taux carré généralement. Donc cet objet est quand même un invariant puisqu'il fait toujours référence au référentiel propre de l'objet. Et on peut donc définir une quantité comme celle-ci qui, parce qu'elle constitue le quotient ou le rapport entre un quadrivecteur et un invariant, constitue aussi un quadrivecteur. Donc ça, c'est un point important. Donc, le vecteur position xi est un quadrivecteur qui se transforme à l'aide de la transformation de Lorentz quand on passe d'un référentiel S à un référentiel S'. Eh bien, la différence de deux quadrivecteurs est encore un quadrivecteur.
Et donc, la différence infinitésimale donc, de deux quadrivecteurs sera encore un quadrivecteur. Donc, la différentielle d'un quadrivecteur est toujours un quadrivecteur. Et si je divise un quadrivecteur par une quantité invariante qui ne se transforme pas lors d'un changement de référentiel, qui reste la même, eh bien, le rapport est encore un quadrivecteur. Donc, on a défini ici un quadrivecteur contre-invariant qu'on appelle la quadrivitesse. On pourrait, en notation quadrivectorielle, l'écrire comme ceci. Bon, si on se ramène à une expression qui fait intervenir la vitesse ordinaire, bien, les composantes du quadrivecteur vitesse sont les suivantes. La composante temporelle, alors, rappelons, la dérivée par rapport au temps propre peut s'exprimer en fonction de la dérivée par rapport au temps de la manière suivante, par la loi de composition des dérivés. Et donc, ça fait ressortir le dt sur d taux qui est égal à gamma. Donc, au fond, la dérivée par rapport au temps propre, c'est gamma fois la dérivée par rapport au temps ordinaire. Et donc, quand on insère ça dans la définition du quadrivecteur position, donc on voit tout de suite que la première composante, la composante temporelle, serait précisément dt des taux, c'est-à-dire gamma, alors que les composantes spatiales seraient données par cet opérateur agissant sur la coordonnée r, donc gamma fois la vitesse. On pourrait aussi exprimer le temps propre, c'est-à-dire total, entre deux points sur la ligne d'univers, comme étant ceci, c'est-à-dire l'intégrale sur le long de la ligne d'univers de ui fois dxi. C'est tout à fait équivalent parce que de toute manière, quand on calcule ui au carré, c'est une remarque importante ici, quand on calcule la contraction de ce quadrivecteur avec sa version contre-invariante, ou si vous préférez, quand on calcule la norme avec le tenseur métrique, comme ceci, ben, on obtient précisément ceci, c'est-à-dire dxi, dxj, divisé par d taux au carré, mais au numérateur, on n'a rien d'autre que justement l'intervalle infinitésimal ds carré ou d taux carré, par définition. Donc, on obtient ici d taux carré sur d taux carré, c'est-à-dire 1. Donc, le quadrivecteur vitesse a une norme, si vous voulez, qui est toujours égale à 1. Donc, on peut facilement l'insérer ici, dans l'intégrale sur le temps propre, et interpréter la deuxième partie ici comme étant simplement dxi. C'est une forme alternative, si vous voulez, de l'expression pour le temps propre. Ensuite, on pourrait définir la quadri-accélération, donc qui est la dérivée de la quadri-vitesse par rapport au temps propre. Donc, encore une fois, il s'agit d'un quadrivecteur parce que j'ai pris le rapport d'une différence de quadrivecteur par un invariant qui est la différentielle de temps propre. Et ça me donne un autre quadrivecteur. Et si j'exprimais ça en fonction de la dérivée par rapport au temps, j'aurais ceci. Ou encore, si je continue le calcul, j'aurai exactement ceci. Ça, ce sont les composantes de la quadrivitesse exprimées en fonction de gamma et de la vitesse. Et si je continue le calcul, sachant que la dérivée de gamma par rapport au temps est donnée par le produit scalaire de la vitesse par l'accélération, fois ce facteur qui est en fait gamma au cube, j'obtiens ici des composantes explicites de la quadri-accélération en fonction de l'accélération ordinaire. Quand je dis l'accélération ordinaire, je veux dire ici que ce que j'appelle le vecteur A, c'est bien sûr simplement la dérivée du vecteur V ordinaire par rapport au temps T ordinaire. Donc, l'expression est plus compliquée, mais il reste que, étant donné que AI est un quadrivecteur, on peut former des quantités invariantes en contractant les indices. Par exemple, je pourrais calculer cette quantité en espérant que ça me donne quelque chose d'utile. J'obtiendrai cependant, en substituant les expressions nécessaires, celle-ci, que ce n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps propre de UI qui, lui, est une constante égale à 1. Donc, la dérivée est égale à 0. Donc, cette
invariant n'est pas très utile. Il dit simplement que la quadri-accélération est en un sens perpendiculaire à la quadri-vitesse. Par contre, si je calcule la norme de la quadri-accélération, et j'obtiens nécessairement un invariant et je peux me référer à la forme du tenseur métrique et à la forme précise des composantes de la quadri-accélération pour trouver cette formule fort utile. Donc, cette quantité est un invariant. C'est-à-dire, si j'ai une particule qui se déplace de manière quelconque dans l'espace-temps et qu'elle a une vitesse instantanée, une accélération instantanée, et que je calcule cette quantité, où bien sûr gamma est toujours donné par l'expression habituelle en fonction de la vitesse de la particule, cette expression serait invariante, c'est-à-dire cette quantité serait la même dans tous les référentiels à un moment donné de la trajectoire de la particule. Dernier vecteur d'importance, le vecteur courant, ou le quadrivecteur courant si vous préférez. Donc, pour toute quantité conservée, comme par exemple la charge électrique, on peut définir une densité qu'on appelle ρ et une densité de courant. La densité de courant, typiquement, serait donnée par la densité ρ fois la vitesse du fluide à un point donné. Si cette quantité est conservée, comme la charge électrique, eh bien, on s'attend à ce que l'équation de continuité soit respectée, c'est-à-dire que la divergence de la densité de courant plus la dérivée partielle par rapport au temps de la densité doit être égale à 0. D'accord? Bon, si on place et si on définit la densité et la densité de courant dans un quadrivecteur comme ceci. C'est un quadrivecteur contre-invariant et c'est une hypothèse que je fais. Je fais l'hypothèse que l'on peut placer la densité dans ce quadrivecteur en tant que composante temporelle et que la composante spatiale ou les composantes spatiales, la partie spatiale de ce quadrivecteur est donnée par la densité de courant habituelle. Donc, si on suppose que c'est vrai, à ce moment-là, on pourrait écrire l'équation de continuité de cette manière. Sous la forme d'une quantité invariante. Invariante, encore une fois, parce qu'il s'agit d'une contraction avec un indice covariant et un indice contravariant. Je vous rappelle que, bien sûr, le quadrigradient est un quadrivecteur covariant et c'est pour ça que son indice est en bas. Et donc, de cela, il s'ensuit que toute contraction, donc toute application du quadrigradient sur un vecteur contravariant devrait être une quantité invariante. Si on veut que l'équation de continuité, donc la loi de conservation, soit valable dans tous les référentiels, eh bien, il faut que ce soit 0 dans tous les référentiels. Et il faudrait donc que cette quantité soit véritablement un invariant. Donc, on peut évoquer à ce moment-là ce qu'on appelle le théorème du quotient. Le théorème du quotient dit que si j'ai, par exemple, une quantité dont je sais qu'elle est un quadrivecteur covariant, qui multiplie une autre quantité, comme ceci, auquel j'attribue un indice contravariant, et que je sais pertinemment que cette quantité est un invariant, c'est-à-dire la même dans tous les référentiels, le théorème du quotient me dit qu'effectivement, le deuxième objet ici doit être un quadrivecteur contravariant. Donc, on en conclut que l'hypothèse qu'on a faite au départ est correcte, c'est-à-dire que je peux vraiment mettre ensemble la densité et la densité de courant dans un quadrivecteur courant de cette manière. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci de votre attention.